Je pense qu'on peut commencer à Wendy, puis les gens peut-être nous rejoindront en cours de route. Oui, parfait. Allons-y. Est-ce que tu veux peut-être introduire Elle bouge rapidement, Gaëlle? Oui. Alors, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois pour un webinaire. Voilà, donc aujourd'hui, on est avec notre partenaire Soprasteria et je suis ravie. Donc, pour celles qui ne connaissent pas, donc l'association Elle Bouge a été fondée il y a 15 ans. Et oui, en fait, les 15 ans, c'était et métier d'ingénieur et de technicienne auprès des jeunes filles. Donc, on a plusieurs cibles. Donc, on a les collégiennes, les lycéennes et comme aujourd'hui, vous les étudiantes. Donc, on vous propose des événements pour essayer aussi de vous aider dans votre orientation. Et ou comme aujourd'hui, on vous propose aussi de participer à des conférences sur des thématiques spécifiques organisées par nos partenaires. Et donc, aujourd'hui, la question qu'on va se poser, c'est de savoir si on peut faire confiance à l'intelligence artificielle. Et je suis très contente de participer aussi à ce webinaire parce que j'ai envie d'avoir la réponse. Alors, je vous souhaite du coup à toutes un très bon webinaire et merci beaucoup pour votre participation. Merci. Merci beaucoup, Gaëlle. Bonjour à toutes. Merci beaucoup d'avoir répondu, présente pour ce webinaire. Avant de vous laisser donc en compagnie d'Amélie et de Caroline, je vais rapidement me présenter et également présenter, mais promis très rapidement, Soprasteria. Donc je suis Wendy Penorousseau, je suis chargée de communication pour le groupe Soprasteria. Soprasteria, c'est l'un des leaders, on est dans le top 5 des leaders européens du conseil, des services numériques et de l'édition de logiciels. Nous sommes basés dans plus de 25 pays dans le monde et ce qui représente plus de 46 000 collaborateurs. Et au sein du groupe Soprasteria, on retrouve différentes filiales que vous avez listées, enfin que nous avons listées pour vous, que vous pouvez voir en bas à droite de votre écran. Donc promis, c'était rapide. Je vous laisse maintenant en compagnie de Caroline et d'Amélie. Je vais peut-être laisser Amélie dans un premier temps se présenter et je vous souhaite à toutes une très belle conférence. Merci Wendy. Donc moi je suis Amélie. J'ai fait une école d'ingénieur généraliste où je me suis spécialisée en data science en dernière année. Et puis à ma sortie d'école, j'avais envie d'un métier qui me permette de répondre à des problèmes concrets. Et c'est pour ça que j'ai rejoint Soprasteria en tant que data scientist, où je travaille à Aix-en-Provence sur des projets en lien avec la data science, avec l'intelligence artificielle. Je participe à la construction de solutions embarquant de l'IA, à leur développement, à des sujets de recherche et développement sur certaines techniques novatrices. Et je suis aussi impliquée dans des actions qui visent à familiariser à la data science, donc notamment les collaborateurs de Soprasteria, mais pas que, puisque c'est aussi ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Caroline, je te laisse la main pour te présenter également. Bonjour à toutes, Caroline Gardet. Bon, il y a un certain temps, j'ai fait une thèse, en mathématiques appliquées et un jour, je me suis dit que c'était pas mal de faire plutôt, des problèmes concrets, d'être vraiment, avec, les clients et au sein d'une équipe. Ça fait un peu plus de 4 ans maintenant que je suis chez Soprasteria, au sein d'une équipe de data scientists à Paris et voilà, je traite de tous les problèmes, on n'a pas vraiment de spécialité, on fait de l'aide à la décision, détection de fraude et cetera et j'ai la chance d'être leur manager. Donc voilà, je te laisse continuer. Merci Caroline. Donc on va rentrer un petit peu, tout de suite dans le vif du sujet. Pour ceux qui ont déjà pu se connecter, vous aurez, sûrement vu qu'il y avait déjà une question qui était posée sur le klaxon qui est, et donc vous, est-ce que vous avez confiance, en l'IA? Pour ceux qui n'auraient pas pu se connecter, le code, est affiché, à l'écran avec, le lien, de l'application que vous pouvez ouvrir dans un navigateur. Donc je vous laisse, encore un petit peu de temps pour répondre. Je vois que presque tout le monde a déjà répondu. Voilà. Super, donc merci beaucoup. Hem,
Et donc, je vais vous présenter un petit peu rapidement le déroulé de la présentation. Donc, dans un premier temps, donc après une rapide introduction, on expliquera d'où viennent les biais. On évoquera ensuite ce qu'on peut faire aujourd'hui pour des IA qui contiendraient ces biais et qui seraient déjà construites. On se demandera ce qu'on aurait pu faire avant la construction. Et enfin, la question centrale, comment avoir confiance, où nous parlerons notamment du sujet de la certification de l'IA. Donc pour commencer, on va parler d'un fait divers qui a fait la une des journaux. C'était une assez grosse polémique sur les algorithmes de reconnaissance faciale qui seraient racistes et sexistes. Donc avant de vous en dire plus, on va à nouveau lancer une activité Klaxoon pour voir ce que vous en pensez. Raciste, sexiste, oui, mais envers qui? Donc vous avez normalement une nouvelle activité qui a été lancée où vous pouvez classer la performance des algorithmes de reconnaissance faciale en fonction du profil de la personne. Donc, je vous laisse aller sur le klaxon pour donner votre avis. Donc, vous avez presque tous répondu. Donc, on va passer à la suite. Z9AS, WKU, Z9AS. Et donc, maintenant que vous avez pu nous donner notre avis sur cette question, on va reprendre ce fait divers pour démystifier un petit peu tout ça. Alors, en fait, le fait divers dont on vient de parler, ça correspond à une étude qui s'appelle l'étude Gender Shades, dont le but est d'analyser différents algorithmes de reconnaissance faciale qui ont été développés par plusieurs sociétés et d'y déceler d'éventuelles traces de racisme et ou de sexisme. Donc, si on regarde le tableau que vous avez à l'écran, on a affiché le taux de réussite en fait, des algorithmes. Et donc, si on regarde la ligne IBM, par exemple, bah, on se rend compte qu'entre un homme noir et un homme blanc, on a déjà 10% d'écart. Entre un homme noir et une femme noire, on a 20% d'écart. Et en tout, finalement, entre les deux extrêmes, qui est l'homme blanc et la femme noire, on a 34% d'écart, ce qui est énorme. Et donc ce constat, il est vraiment accablant, puisque ça signifie que les algorithmes, ils sont à la fois racistes et sexistes, et ce, avec une marge très importante. Et ce type de fait divers, ça fait souvent la une des journaux, notamment aux États-Unis, où l'IA, elle est assez largement utilisée. C'est le cas donc pour des algorithmes de reconnaissance faciale, mais aussi pour la discrimination à l'embauche, par exemple, avec Amazon, qui avait un algorithme qui donnait une note de 1 à 5 à un CV pour un poste donné. Et donc, dans ce cas-là, dans le cas de cette polémique, pour des emplois techniques comme par exemple développeuses web, eh ben, les femmes, on a remarqué qu'elles étaient systématiquement écartées. Ça peut être le cas aussi dans le domaine de la santé, avec un algorithme à l'hôpital qui choisissait des personnes pour un programme de santé, et on s'est rendu compte qu'en fait, le choix, il dépendait des origines ethniques et que ça favorisait les personnes de couleur blanche. Donc, l'IA, elle intègre des biais dans les résultats qu'elle produit. Lorsque les biais, c'est du racisme ou du sexiste, eh ben, cet usage, il devient très problématique et ça accentue évidemment les inégalités entre les personnes. Donc pour la reconnaissance faciale, bah, si on imagine qu'on l'utilise pour arrêter quelqu'un pour un crime, bah, il va y avoir plus de chances d'erreur. Ou alors, dans le cas de Amazon, bah, ce sont des femmes qui n'auront jamais l'occasion d'accéder à des postes techniques. Donc maintenant que nous avons vu ces exemples, nous allons essayer de comprendre ce qu'il s'est passé. D'où peuvent bien provenir ces biais. Alors pour comprendre, on va commencer par expliquer comment ces algorithmes d'intelligence artificielle sont construits. Il y a un principe général pour ça, c'est le principe d'apprentissage. Donc qu'est-ce que c'est que la construction d'un modèle par apprentissage? Donc on va prendre un exemple. On a une société qui prépare un recrutement pour un poste. Au hasard, elle veut embaucher un data scientist. Eh ben, il y a des dizaines, voire des centaines de CV qui vont arriver auprès du service RH.
Et le RH, lui, ce qu'il fait quand il reçoit ses CV, c'est qu'il va les trier et ne présélectionner qu'un nombre réduit de candidats pour le poste parmi les CV qu'il a reçus. Et ces candidats-là, ils vont décrocher un entretien. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est automatiser cette présélection, pour automatiser ce tri à la main. Et pour cela, on dispose d'une base de données de CV pour un poste similaire, avec l'information qui est présélectionnée ou non par le RH, donc le choix qu'il faisait quand il faisait ce tri à la main. Donc c'est ce qu'on voit ici, et c'est comme si on mettait des étiquettes sur les CV. Donc par exemple, Clément a été sélectionné, Amélie n'a pas été sélectionnée. Ça, c'est la base de données. Et toutes ces données, on les injecte dans un modèle. Et ce modèle, c'est tout simplement une fonction mathématique qu'on essaye d'ajuster. Et c'est ça, l'entraînement. C'est-à-dire qu'on cherche le modèle, donc la fonction mathématique, qui va associer au mieux les CV avec leurs étiquettes, la fonction qui va faire le moins d'erreurs. Et comment on fait ça? Si on explique ça de manière assez caricaturale, c'est avec le principe de l'essai et de l'erreur. C'est-à-dire qu'on a un modèle au départ qui est aléatoire, et puis on regarde de combien il se trompe. On ajuste un peu le modèle, on regarde s'il fait plus ou moins d'erreurs qu'avant, et puis on continue d'ajuster le modèle comme ça, petit à petit, jusqu'à ce qu'il fasse de moins en moins d'erreurs. Et à ce moment-là, le modèle, il est figé. Et on dispose d'un algorithme qui a appris à associer les CV avec leurs étiquettes. Mais nous, ce que nous voulons, c'est faire le même travail avec un nouveau CV que l'algorithme ne connaît pas, qu'il n'a jamais vu. Donc, on veut déterminer l'étiquette pour notre recrutement. Donc, pour cela, on injecte par exemple le CV de Mehdi dans le modèle qu'on a calculé, et le modèle va nous donner l'étiquette pour ce CV qu'il n'a jamais vu. Donc, l'algorithme, il a appris la tâche sur un ensemble de données existantes, et il est capable de généraliser ce qu'il a appris à de nouveaux CV qu'il n'a jamais vus. Ça, c'est le vrai but de l'apprentissage. Mais donc, à la base, au départ de l'algorithme, ce sont bien les données qu'on lui injecte. Et il va généraliser ce qu'il trouve dans ces données. Et s'il trouve des biais, eh ben, il va les généraliser aussi. Maintenant qu'on a compris un petit peu mieux ce que c'est le principe de l'apprentissage, imaginons que la base de données en question, elle corresponde à ces cas-là. Donc, dans le premier cas, on a beaucoup plus de CV d'hommes que de femmes. Et ben dans ce cas, l'algorithme, il va être plus performant sur les hommes, car il connaît mieux ce cas-là. Globalement, il apprend une règle simplifiée pour les femmes, car c'est un cas marginal. Il va dire, les femmes, elles sont non sélectionnées. C'est typiquement ce qu'il s'est passé avec la reconnaissance faciale. Le cas numéro 2, il est un peu plus subtil. On a autant de CV d'hommes que de femmes, mais sur ces CV, la majorité des CV sélectionnés sont ceux d'hommes. Et bien alors, l'algorithme, il va apprendre que les hommes sont à privilégier, que c'est le profil idéal. C'est une des explications possibles pour le programme de santé. Car souvent, comme les minorités sont globalement plus pauvres, ils mettent plus de temps avant de prendre la décision d'aller se soigner, donc la maladie, elle est plus grave au stade où ils s'inscrivent au programme, et donc le programme, il échoue plus souvent. Donc finalement, pour l'algorithme, ces modèles simplifiés-là, ils sont corrects, ils sont performants parce qu'ils font peu d'erreurs. Pour autant, ils sont biaisés. Et les données que l'on injecte en apprentissage, elles jouent un rôle crucial, car l'algorithme, il reproduit le comportement observé, et c'est même pire que ça, il l'exacerbe. Et on le voit avec le modèle simplifié, femme n'est pas retenue. Donc un premier élément de réponse, et pas des moindres, hein, à la question d'où viennent les biais, c'est qu'ils viennent des données. Mais en réalité, si on y réfléchit bien, les données, elles sont issues de notre quotidien, elles sont issues de nos process. Par exemple, pour les CV, par le passé, il y a eu plus d'hommes embauchés à ce poste, et ça, c'est une réalité. Donc finalement, ces données, elles représentent notre société. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en réalité, les biais, ce sont directement les nôtres. Les données ne sont que l'intermédiaire de nos propres biais pour le modèle d'IA. Donc, d'où viennent les biais? Si on revient un petit peu sur cette question,
on vient effectivement de voir que ça provenait des données d'entraînement et donc indirectement de la société. Mais il y a aussi d'autres facteurs qui peuvent conduire à des biais. La société en elle-même, elle comporte des biais. Ça, c'est une évidence. L'humain, il est biaisé, chacun d'entre nous, et c'est quelque chose de naturel, c'est normal. Et sans surprise, le data scientist, il échappe pas à cette règle. Comme chaque humain, il a une histoire, il a une éducation, et ses propres biais se retranscrivent dans son travail. Et même si on en a conscience, ils sont inévitables. Même si ça aide à les réduire, évidemment, d'en avoir conscience. Moi, si demain je fais passer un entretien à quelqu'un qui a fait la même école que moi, forcément, je vais être biaisée. Mais par contre, si autour de moi, j'ai des collègues qui ont des parcours différents, et qu'on est plusieurs à prendre la décision, je vais être plus ouverte à considérer d'autres profils. Donc la décision, elle va être plus impartiale avec une équipe, avec des avis différents. Et c'est pareil en fait pour les décisions prises pour construire un modèle d'IA. La différence, c'est que les biais, ils peuvent être moins évidents et donc c'est plus difficile de se remettre en question. Mais le principe est le même. D'où l'intérêt d'avoir des équipes diversifiées de data scientists avec des personnes qui proviennent de milieux sociaux différents, qui ont fait des études différentes, des hommes, des femmes, etc. Et donc tout ça pour avoir une vision plus large et réduire ces biais. Bien sûr, ce que je dis là, ça ne s'applique pas uniquement à la data science. C'est quand on manipule des outils qui exacerbent nos biais, c'est toujours important d'en avoir conscience. Je viens de dire quand on manipule des outils. Bah oui, l'IA, c'est un outil. Les biais, elles ne viennent jamais de l'IA en elle-même. L'IA, elle n'est pas intrinsèquement raciste ou sexiste. C'est juste un outil. C'est juste une fonction mathématique, si on résume encore une fois. Elle suit le sens des données qu'on lui montre. Et enfin, on a aussi les utilisateurs eux-mêmes qui peuvent introduire des biais, c'est-à-dire potentiellement tout le monde. Je pense à un exemple particulier qui est un cas un peu extrême du chatbot Tai, qui était un chatbot de Microsoft, qui a été mis en service pour avoir des conversations avec les internautes en ligne et s'améliorer au fur et à mesure de ses réponses. Donc, il devait s'adapter au langage de la personne avec qui il converse. Et au final, les utilisateurs, ils lui ont appris des propos violents. Et ça a terminé que le chatbot, il postait des tweets avec des injures et des propos nazis. Et ce cas-là, il est vraiment dangereux parce que la phase d'apprentissage, contrairement à ce qu'on a vu dans les slides précédentes, la phase d'apprentissage, elle est incessante. Il n'y a pas le modèle qui est figé à un instant T. Le modèle, il apprend tout le temps. Et donc, comme on a vu que les données d'entrée, elles posent problème, là, dans notre cas, les données d'entrée, elles arrivent en continu. Et donc, c'est très difficile parce qu'il faut contrôler toutes ces données qui arrivent. Et donc ça, c'est le cas des IA qu'on appelle auto-apprenantes, où il y a pas forcément de barrière pour prévenir des mauvaises données en entrée. Et donc, ça peut être très dangereux. Mais ça, c'est un cas un peu extrême. Et si on revient plus généralement, on peut retenir que l'utilisation de l'IA, c'est aussi la responsabilité de chacun. Encore une fois, l'IA, c'est un outil. On peut très bien l'utiliser à des fins sexistes, racistes, tout ce que vous voulez. Mais c'est à nous d'être vigilants et de nous poser les bonnes questions. Maintenant qu'on a vu d'où pouvaient provenir ces biais, on va s'intéresser aux manières de pallier à ces biais lorsqu'ils apparaissent. Et pour ça, je vais vous laisser continuer avec Caroline. Merci Amélie. Donc, on a vu qu'il y avait des biais absolument partout dans nos données, dus indirectement à la société, mais ce n'est pas une fatalité, heureusement. Il y a beaucoup de bonnes pratiques qui ont été mises en place et qui sont partagées au sein des communautés de data scientists, et dont je vais vous en citer quelques-unes ici. Vous l'avez compris, c'est la première bonne pratique, c'est la maîtrise des connaissances du jeu de données. Si vous connaissez votre jeu de données, vous pouvez le rééquilibrer, le travailler pour ne pas prendre en compte les données qui sont issues du genre, par exemple. Donc, connaître son jeu de données, c'est primordial. Pour connaître un jeu de données, là, on parle de données de la vie de tous les jours, le genre, l'origine, etc. Mais c'est plus complexe quand ce sont des domaines métiers qu'on ne connaît pas. Donc là, une autre bonne pratique, c'est d'inclure des experts du domaine métier
que l'on étudie et pour lesquels on produit une application d'IA, et d'échanger avec eux pour qu'ils nous aident à connaître mieux les données qu'ils utilisent au quotidien. Une troisième bonne pratique, c'est automatiser la recherche des biais dans les algorithmes. Donc si vous avez automatisé la recherche des populations sous-représentées dans vos données, c'est beaucoup plus facile de les analyser une fois que qu'elles ont été identifiées, que de les chercher par vous-même de façon manuelle. Donc il faut toujours les analyser, c'est-à-dire que vous avez automatisé votre recherche de populations sous-représentées, vous avez remarqué que les femmes étaient sous-représentées, vous allez y remédier, parce que vous êtes dans ce cas-là. Vous êtes dans un autre cas et vous faites une autre recherche et vous vous apercevez que une autre sous-population une autre population est sous-représentée, pardon, mais c'est normal, et c'est pas quelque chose que vous voulez changer. Par exemple, ça va être, des anomalies dans un flux bancaire. C'est normal qu'elles soient sous-représentées, heureusement, et donc c'est quelque chose que vous n'allez pas prendre en compte. Vous voulez que dans que votre IA la laisse comme, une sous-population marginale. Enfin, quatrièmement, pardon, éviter l'effet de black box. Vous avez compris que, un algorithme, pour prendre une décision, il va s'appuyer sur des caractéristiques de vos données. Si, vous ne comprenez pas comment fonctionne votre algorithme, vous ne pouvez pas comprendre sur quoi est-ce qu'il s'appuie. Donc vous ne pouvez pas, éviter qu'il s'appuie sur certaines choses et finalement vous ne savez pas ce qu'il fait. Donc prendre un algorithme qui vient des GAFAM et l'utiliser, tel quel, sur vos données, c'est super facile. C'est ce qu'on voit beaucoup, produisez vos modèles d'IA en 1 semaine. C'est dangereux. C'est dangereux pourquoi? Parce que, il faut aller voir ce qu'il y a derrière. Typiquement, c'est tout ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant. Système de surveillance entrée-sortie, c'est ce qu'on a expliqué pour, aussi avec, ce qu'Amélie a dit avec taille. C'est que si vous surveillez vos données d'entrée, vous pouvez, 1, vérifier qu'elles, restent dans le domaine que vous avez prévu, et 2, vous pouvez prévoir, si jamais elles en sortent, de faire quelque chose et de ne pas laisser ça, au hasard de la réponse de l'algorithme sur des données qu'il n'a jamais vues. Et la sortie, c'est pour surveiller les performances. Si jamais votre modèle se dégrade en performance, vous voulez le pallier à ce problème au plus tôt, et comprendre pourquoi est-ce que les les performances se dégradent. Donc automatiser la surveillance, de l'entrée et des sorties des algorithmes, indispensable. Et enfin, prendre le temps de tester à grande échelle. C'est vrai que dans un monde qui va très, très, très vite, on veut sortir très, très vite nos nos nouveaux services, mais on ne peut pas penser à tout. On reste des êtres humains et les situations réelles sont toujours très, très différentes de ce à quoi on a pensé et des données qu'on a récoltées, pour entraîner et pour tester nos algorithmes. Donc prendre le temps de tester à grande échelle, avant, ça permet aussi, de prendre du recul et de rendre nos modèles et nos applications plus robustes. Donc là, je vous ai mis rapidement, je vous ai mis là pardon, comment s'organise un projet de data science, quelles sont les différentes étapes, heu, que l'on fait. Donc la compréhension du besoin métier, la compréhension des données, la préparation de ces données, l'apprentissage du modèle, l'évaluation du modèle et les phases de déploiement et de supervision, c'est quand votre application est disponible soit pour le client, soit pour le grand public. Et je vous ai mis où se situent les bonnes pratiques pour vous montrer que c'est tout au long du cycle de production d'une application que ces bonnes pratiques sont mises en place. Donc, bien évidemment, les experts métiers sont inclus dès le départ, au niveau de la compréhension du métier, des données, pour en maîtriser les connaissances. Ensuite, au niveau des étapes qui sont en rouge ici, qui sont les étapes plus data scientist, préparation des données, apprentissage et évaluation, c'est là où on va automatiser la recherche des biais et on va comprendre le modèle qu'on est en train d'utiliser pour éviter l'effet de black box et
aussi le temps de tester à grande échelle. Alors la grande échelle du data scientist, c'est pas la même que la grande échelle du déploiement, mais c'est quand même prendre le temps de tester sur un nouveau jeu de données relativement conséquent. Et enfin, la dernière phase qui est en vert ici, c'est la phase quand vous déployez, quand vous produisez votre application pour le client final, qui peut être le grand public par exemple, c'est mettre en place toute la supervision autour de votre algorithme, données entrées, données sorties, et déployer et encore tester à ce stade-là, et donc là, vraiment à plus grande échelle. Donc ça, c'est jusqu'à maintenant, on était en réaction, c'est-à-dire que le projet de data science était lancé, on avait les données entre les mains, on sait ce qu'on a à faire et généralement, on doit le faire relativement vite. Donc toutes ces bonnes pratiques, on est en réaction par rapport à ça. Donc là, maintenant, on va passer en anticipation. C'est l'éthique by design, donc c'est une notion qui est très nouvelle, qui est encore en phase d'exploration. Fait partie beaucoup des think tanks et des exploratoires des diverses sociétés françaises, européennes et mondiales, qui est arrivé avec la RGPD, le Privacy by Design. Dans la RGPD, c'est très, très nettement écrit qu'il faut anticiper et que l'utilisation des données personnelles, et donc vos applications doivent respecter la RGPD by Design. Donc, s'ensuit l'éthique by design. Vos applications devront, on espère, respecter les principes éthiques dès leur conception. Donc c'est là où on va commencer à se poser des questions. Donc là, je les ai mis un peu en vrac, parce que comme c'est une méthodologie qui est très, très nouvelle, il n'y a pas encore de méthodologie. Mais c'est se poser des questions telles que, pourquoi est-ce que je conçois cette IA? À quel endroit je vais l'utiliser? Pourquoi faire? Quelle erreur est acceptable? Quel impact en cas d'erreur sur les utilisateurs, sur l'entreprise qui l'a produit? Quel est le niveau de connaissance de mes utilisateurs? Quelle compréhension ils vont pouvoir en avoir de façon intrinsèque? Quelle est la portée de mon application? Et quel impact en cas de succès? Ça typiquement, je l'avais mis, c'était pour Oise qui avait eu alors c'était pas un sujet éthique, mais c'est pour vous expliquer la portée. Oise a tellement bien marché que, dès qu'il y avait un bouchon, toutes les voitures passaient sur les routes secondaires. Donc le bouchon se résorbait, sauf que les routes secondaires ne sont pas faites pour absorber un tel flux de voitures. Donc on avait une augmentation des accidents sur les routes secondaires. Et donc sur un niveau national, donc beaucoup d'augmentation d'accidents et d'incidents. C'est ce type d'impact auquel il faut la portée auquel il faut penser. Si vous faites quelque chose qui réussit et que toute la France l'utilise, qu'est-ce que ça va impacter? Donc pour essayer d'être plus concret, on a fait un petit CV et revenir à notre modèle à notre exemple de CV. On a fait un petit CV sous Klaxoon et on a listé 7 éléments d'un CV. Et donc, on va vous demander sur ces 7 éléments, quels sont les éléments qui sont susceptibles d'introduire un biais sexiste dans un modèle d'IA qui aurait à sélectionner ces CV? Donc, là, vous êtes un concepteur de modèle d'IA. Vous devez faire une IA qui trie les CV. Et donc, vous allez réfléchir à vos CV et à quels éléments vous voulez enlever, modifier, garder du CV, et qui vont vous permettre que votre modèle ne soit pas sexiste. Voilà la question. Vous pouvez Vous pouvez y vous répondre. connecter. Voilà. Et pour chaque élément, je crois que pour chaque élément, vous avez deux ou trois réponses possibles, c'est ça? Oui. Deux. Oui. Deux réponses. Vous devez classer chaque numéro qui correspond à un élément du CV en risque de biais ou pas de risque. C'est ça. Donc la photo, le prénom, le métier.
Je vous les mets en grand à l'écran, comme ça vous les avez. Mmh. Donc ça, c'est typiquement, c'est une réflexion qu'on aura, alors on est toujours un petit peu en anticipation ici parce qu'on a on on est en anticipation, pardon, puisque, on n'a pas encore commencé à traiter nos CV, on n'a pas encore commencé à regarder nos données. On se dit simplement: «Si j'avais un CV, qu'est-ce qu'il faudrait que je garde? Qu'est-ce qu'il faudrait que j'enlève surtout? Qu'est-ce qu'il faudrait que je garde mais modifier?» Parce que c'est important pour, faire le tri du CV, mais ça me permet de, genrer un individu. Heu, donc on est vraiment dans cette phase de réflexion sur, des données, mais de façon un peu à ouais, sur mes données, sur mes données. Peut-être qu'on va passer à la Ouais, il y a plus de la moitié des personnes qui ont répondu là. Ça donc c'est bon, on va passer à la ça j'aurai le temps d'expliquer, chaque, on peut y aller. on peut commencer. Donc, la photo. Bien évidemment, la photo, permet de reconnaître un homme d'une femme. Comme on l'a vu, la reconnaissance faciale, permet de le faire plus ou moins bien, mais, elle permet de le faire. Donc, on ne prendra pas en compte la photo. On l'enlèvera dans le traitement des données. Le prénom permet aussi de genrer une personne et il n'est pas vraiment essentiel pour le pas du tout même essentiel pour le tri du CV, donc c'est quelque chose qu'on va enlever, ou ne pas prendre en compte en fait dans la dans la dans l'application. Le titre data scientist, donc là c'est en anglais. On a la chance d'avoir un titre de de métier qui est en anglais, donc qui est pas genré. Heu, donc on peut le garder et surtout que c'est très important, c'est quand même le poste qu'on recherche, donc on le garde tel quel. Baccalauréat scientifique, heu, tout le monde pense: «Bah, c'est pas genré». Heu, oui, c'est pas genré, mais pas non seulement parce que ça ne mentionne pas de si c'est un homme ou une femme qui l'a fait, mais aussi parce qu'on voit que dans les statistiques, 50 des hommes, heu, les possesseurs d'un baccalauréat scientifique, surtout chez les jeunes, il y a la parité, 50 d'hommes, 50 de femmes. Donc, l'obtention de ce diplôme ne laisse pas présumer de votre genre. En 5, on a: «Je suis passionné par l'intelligence artificielle». Donc là, on a le mot passionné qui est accordé. Donc ça pourrait, induire un biais. Donc là, on va se poser la question: «Est-ce que je le garde?» Bah, oui, parce que quand même, je suis passionnée par l'intelligence artificielle, c'est très important pour le poste, qu'on est en train de rechercher. Mais comment je fais pour le dégenrer? Alors il y a un premier moyen, c'est, de prendre un modèle de traitement automatique du langage qui ne va prendre que les racines des mots. Les anciens modèles de NLP, pour gagner de la la performance et dans leur prédiction, ne gardaient que la racine des mots. Donc là, on aurait gardé que passion, je crois. Donc facile, ma donnée en entrée est, genrée, mais mon modèle, de toute façon, dans la préparation de la donnée, dégenre le mot. Donc je peux. Les nouveaux modèles de NLP ont tendance à garder les mots tels quels, donc il faudra, désaccorder le passionné. Dans le traitement des données, on va rentrer dans le modèle, typiquement, les transformers qu'on voit depuis, quelques années maintenant. La 6, pratique du football en club depuis 5 ans au SCSCF. Donc alors celle-là, elle est assez marrante. Le SCSCF, c'est un club de football féminin. Donc si vous pratiquez le foot au SCSCF, il y a de fortes chances que vous soyez une femme. Donc ça va induire que la la personne est une femme, mais en même temps, le foot, est majoritairement masculin. Donc cette phrase peut induire ou peut ne pas induire. Là, il faudra aller voir dans l'algorithme une fois qu'on l'aura entraîné, sur quoi il s'appuie. Heu Pareil, participation à l'édition 2019 du Trophée des Roses des Sables. Roses des Sables étant une course qui est exclusivement féminine, forte chance que vous soyez une femme. Donc là, la question à se poser pour 6 et 7, c'est plutôt à l'étape de tri du CV automatique, est-ce que je prends en compte les loisirs?
je pense qu'une RH vous dira que c'est c'est quelque chose d'intéressant, mais qui sera au niveau de l'entretien et pas au niveau du 1er tri de CV. Donc finalement, votre IA, vous allez, prendre, la numéro 3, toutes les formations, 4. Vous allez probablement modifier 5 pour dégenrer et vous allez pas prendre les loisirs. Et l'expérience bien évidemment, mais vous allez pas prendre les loisirs pour entraîner votre modèle. Voilà. Maintenant, développer la confiance. C'est très, très facile d'avoir confiance, dans un produit s'il est certifié ou homologué. Heu, si vous achetez un jouet qui a la norme CE, si vous achetez de la nourriture qui est, labellisée AOC, AOP, IGP, vous avez un gage de qualité. Vous savez qu'il y a un organisme indépendant qui a, créé des normes. Vous savez qu'il y a un autre organisme indépendant qui a testé aléatoirement ces produits pour l'obtention de cette norme, ce certificat. Donc vous avez confiance dans ces produits, facilement. L'IA, malheureusement, il n'y a pas de certification ou d'homologation. C'est un sujet de R&D qui a commencé, l'année dernière, de mémoire. Du coup, il va falloir attendre, quelques années, voire 5-10 ans avant de voir une certification ou une homologation apparaître. Donc développer la confiance sans certification, comment ça se passe? Eh ben, ça se passe pas tout seul déjà, parce que c'est assez difficile en tant que grand public de se faire une idée sur ce qu'il y a derrière l'IA. C'est quelque chose qui est dans notre vie courante, que tout le monde utilise et qu'on a tendance à avoir confiance, j'allais dire par défaut. Tout le monde l'utilise, donc bah, pourquoi est-ce que je ne l'utiliserais pas non plus? Donc c'est la responsabilité, de l'entreprise qui, publie une application d'IA, qui édite une solution d'IA. C'est la responsabilité des développeurs, des data scientists, de faire prendre conscience aux gens qui utilisent une application d'IA qu'elle a ses limites, qu'elle est faite, qu'elle a été entraînée, qu'elle a été construite dans un certain domaine pour faire quelque chose, qu'elle s'appuie sur, telle et telle donnée et que si vous la sortez de son domaine d'apprentissage, les résultats que vous allez avoir sont aléatoires, ne sont pas maîtrisés. Aléatoire, c'est un grand mot, mais ne sont pas maîtrisés. Donc, former à l'utilisation. Bon, cette application d'IA a été faite pour être utilisée dans tel cadre, donc ne sortez pas de ce cadre pour maîtriser la sortie. Expliquer. Beaucoup d'applications IA pardon, arrivent avec des indicateurs de fiabilité. Par exemple, cette prédiction est juste à 90 %. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Demain, il pleut à 70 %. Imaginez, vous avez fait une application d'IA qui vous prédit la météo. Demain, il pleut à 70 %. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir prendre votre parapluie, très certainement, 70 %, OK. En revanche, si vous êtes un agriculteur, est-ce que ça veut dire qu'il va pleuvoir, ça va être la mousson? Est-ce qu'il va pleuvoir assez pour que, vous n'ayez pas à arroser? Est-ce qu'il va, enfin, voilà, donc une application qui prédit la météo pour le grand public, pour savoir si les gens prennent leur parapluie ou pas, 70 % de fiabilité, ça suffit. 70 % de probabilité, ça suffit. Si jamais votre, client final, c'est, un agriculteur ou autre, hein, c'est à eux que je pense, ça suffira pas. C'est pas une application qui sera à l'usage de ces personnes-là. Mais ça, c'est à dire quand vous publiez votre application. Et enfin, il faut expliquer le modèle d'IA. Si on revient au modèle du CV et que vous avez construit une IA qui se base sur, pour trier les CV sur le niveau d'études, l'expérience similaire, la langue parlée et par exemple un mot-clé qui serait l'esprit d'équipe et que votre tri est majoritairement basé sur, le niveau d'études et l'expérience similaire, votre IA, elle est hyper performante pour ce cas d'usage. Si jamais les RH utilisent, votre IA
sur un nouveau poste et que ce nouveau poste est très important parce qu'il est bilingue, votre application IA n'est pas adaptée, puisque la langue parlée n'est pas le premier critère, c'est le troisième et vous voyez qu'il y a très peu de poids. Donc si vous leur avez pas expliqué quels sont les facteurs qui sont pris en compte et que les RH utilisent l'application dans un autre cadre, bah, les résultats vont être mauvais, probablement, et donc elles vont perdre confiance, dans l'application et ne vont plus l'utiliser. Pire, si vous avez, créé, une autre IA pour autre chose, elle pourrait être détrimentale pour l'entreprise. C'est-à-dire qu'il pourrait avoir d'autres soucis. Voilà, donc bien expliquer les modèles d'IA et bien expliquer dans quel cadre ils ont été faits. Donc si je conclus, la majorité des biais proviennent des données qui sont utilisées, pour entraîner les modèles d'IA. Il y a des méthodes qui permettent de pallier à ces problèmes, beaucoup de bonnes pratiques, mais le mieux, c'est encore d'anticiper, d'avoir une réflexion en amont sur les principes à mettre en œuvre tout au long du cycle de vie du projet et tout au long du cycle de vie de l'application. Et aussi, il faut responsabiliser les utilisateurs. Il faut leur expliquer que votre IA s'utilise dans tel cadre, sur tel domaine, sur telle donnée, et qu'il faut leur expliquer le résultat de l'IA et les indicateurs de fiabilité qui ont été mis autour pour qu'ils se responsabilisent et qu'ils utilisent l'IA dans de bonnes conditions. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup, Caroline. Effectivement, on a eu une question en slide 18 de Virginie qui demandait si vous pouviez donner des cas concrets dans la pratique sur l'automatisation de la recherche des biais dans les algorithmes. Alors c'est la recherche de populations sous-représentées. Donc, par exemple, dans des CV, pour chaque, vous allez avoir des données, par exemple, tous les noms, tous les prénoms, toutes les formations, tous les loisirs, toutes les expériences et dans chacune de ces grandes catégories de données, vous allez vous regarder automatiquement s'il y a des données qui sont sous-représentées. Typiquement, je pense que si le CV qu'on a montré avec, je pratique le football, avec le nom du club, heu, le nom du club alors peut-être non, le football, beaucoup de gens pratiquent le football, ce serait un mauvais exemple. Une activité qui serait, sous-représentée, les gens ne pratiquent pas beaucoup le curling, je pense. Et bien dans les dans les hobbies, des personnes, on verrait que, 0,5 % des gens, pratiquent le curling. Donc les gens pratiquant le curling sont une sous-population. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est pas important? Là, c'est à vous d'analyser. Mais donc voilà, la recherche automatique de biais, c'est d'abord la recherche automatique de populations sous-représentées. Je sais pas si donc voilà, si Je vais vous allez peut-être rechercher. laisser Virginie rebondir si besoin est. Mais c'était effectivement la seule question que nous avions. Vous êtes très claires, mesdames, visiblement. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous souhaitez adresser une question, peut-être de vive voix à Amélie ou à Caroline, n'hésitez pas à le faire. Gaëlle, tu as eu réponse à ta question, du coup, c'est tout bon? Oui, pardon Wendy, je me demandais si tu parlais à une autre Gaëlle ou Non, pas. non. Oui, J'ai cru que merci beaucoup. c'était le syndrome du micro coupé, mais Ah non. non, en fait, j'ai complètement bugué. Non, bah oui, merci beaucoup, hein, franchement, merci beaucoup Caroline et
et Amélie. C'était très clair en effet. Et j'ai beaucoup aimé aussi toute la partie sur le CV. Moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant vraiment de regarder ce qui pouvait avoir comme biais sexiste sur un CV. On ne pense pas à tout. Moi, il y en avait plein que j'avais pas mis. Donc, merci beaucoup à vous deux. J'espère que ça vous a plu, participantes. N'hésitez pas à prendre la parole si vous avez des questions, hein, comme le disait Wendy. Donc, sinon, de toute façon, ce webinaire a été enregistré. Vous pourrez le revoir en replay sur notre chaîne YouTube. Est-ce que du coup, si c'est bon pour vous, Wendy, Caroline, Amélie, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose? Merci encore. Merci à vous. C'est avec plaisir. C'était vraiment très intéressant. Wendy, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose pour... Non, c'est tout bon. Je pense qu'on va laisser à Amélie et Caroline Ah, une dernière question que je vois apparaître. Fanny. Une question de Fanny. Donc, à votre avis, est-ce que ce genre de pratique a tendance à se généraliser ou avez-vous peur du devenir de l'IA et du big data? J'ai tendance à dire que ça se généralise parce que de toute façon, il y a un problème pécunier derrière. C'est-à-dire que si jamais toutes les entreprises qui ont eu, un fait divers sur, heu, leur application d'IA ont dû arrêter, hein. Amazon a arrêté son tri, automatique, des CV, ça a fait scandale, donc c'est jamais bon pour l'entreprise. Donc j'ai tendance à dire que ça se généralise. Et aussi parce qu'il y a un grand programme européen qui a été lancé sur, l'IA et la confiance, qui va dans ce sens, pour le développement justement de solutions, et faciliter aussi, le développement de ces solutions pour qu'on puisse, leur faire confiance. Mmh. En Europe, on a une très, très forte tendance à normaliser, c'est l'Europe qui a à l'issue de la qui a émis le RGPD, je pense qu'on aura quelque chose sur l'éthique, sur l'IA ou la confiance dans l'IA, dans les années à venir. Donc en Europe, j'ai aucun souci sur ça. Aux États-Unis, je pense que c'est plus le problème pécunier qui rentre en jeu. Sans être, défaitiste, mais faut être réaliste quand même. Défaitiste sans être, réaliste sans être défaitiste. Bah, je pense que ce sera le mot de la fin. Tout à fait. Merci beaucoup, hein, à toutes les trois, Amélie, Caroline et Wendy. Merci à toutes les participantes. Ah, on a des questions encore. Je voulais tout faire. Pensez-vous que les utilisateurs lambda en ont conscience et que la sensibilisation est suffisante? Bah, pour moi, là, la réponse, elle est plutôt non quand même, mais ça va de mieux en mieux. Heu, Notamment, avec toutes ces polémiques, il y a déjà des utilisateurs qui commencent à être un peu plus réticents, et puis on en parle de plus en plus donc bon, je pense que tout le monde n'en a pas conscience. La sensibilisation, elle est pas encore forcément suffisante. Au-delà de la sensibilisation, c'est aussi la formation, quoi. Heu, je sais pas Caroline si ce que tu en Non, dis? je suis d'accord. Déjà, il y a peu de gens qui savent où est l'IA dans leur vie. C'est pas les entreprises qui utilisent le tri de CV n'en font pas la pub. Donc, quand vous postez votre CV, il y a très peu de gens qui savent que derrière, il y a une application qui trie leur CV automatiquement. Même moi, je ne connais pas la proportion d'entreprises qui le font. Heu, donc, je non, je pense que c'est pas quelque chose dont les gens ont conscience. La sensibilisation, est-ce qu'elle suffit? Je pense que c'est une bonne première étape de faire prendre conscience. Heu, Après je vois, à part la certification et l'homologation, c'est pour le moment la sensibilisation et la formation est le seul levier que je vois, heu, pour que les gens en prennent conscience et comprennent ce qu'il y a derrière l'IA. Merci beaucoup. Fanny, si tu as une autre question, n'hésite pas à prendre directement la parole si tu le souhaites.
Oui, du coup, désolée, je vais finalement prendre la parole. C'est très bien. Déjà, merci beaucoup pour cette présentation que j'ai trouvée bien intéressante. Et en fait, mon positionnement, en fait, c'est que en fait, ça me rassure de voir des personnes comme vous qui ont ce positionnement-là, dans le sens où la data, ça fait partie de votre métier, en fait, et vous la travaillez. Et donc, du coup, voir des gens qui sont sensibilisés, qui en ont conscience et qui mettent en œuvre des choses pour tenter de réguler tout ça, c'est un côté rassurant. Mais il y a un côté un petit peu où, je sais pas, par exemple, vos collègues, est-ce que vous avez l'impression que, étant donné que c'est un petit peu tous les métiers autour de l'IA tournent autour de la data et donc on tend à absorber de plus en plus de data, notamment avec le devenir de la 5G, l'hyperconnectivité. Et du coup, est-ce que vous avez l'impression que les gens qui sont dans votre métier aujourd'hui, est-ce que il y a une prise de conscience ou est-ce que on part du principe que c'est c'est un petit peu votre business et du coup ça pose pas trop souci? Chez Sopra Steria, alors après, c'est quand même des sujets qui sont hyper nouveaux. J'ai pas d'expérience dans les autres entreprises, mais chez Sopra Steria, c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de nos préoccupations quand même. Et je pense que de toute façon, avec la RGPD, c'est quelque chose qui a secoué tout le monde et qui a fait prendre conscience à tout le monde que dans les données, il y avait des enjeux. Donc le RGPD, c'était des enjeux, de privacy, mais au-delà des enjeux de privacy, qu'il y avait des données éthiques et que de toute façon, heu, c'est une valeur, hein, de donc non, je pense que beaucoup de gens en ont conscience et alors est-ce qu'ils vont le faire directement? Je pense qu'ils vont s'attendre à ce que ils vont s'attendre à ce que nous on le fasse et à ce que nous on communique dessus. Je sais pas si c'est, Ouais. quand on si c'est clair, mais heu, c'est quelque chose ils vont peut-être nous poser la question, mais ça va être quelque chose ils vont se reposer sur nous pour qu'on prenne en compte, et qu'on produise des applications, qui respectent, les principes de la privacy par design et de l'éthique by design et qu'on communique dessus pour qu'eux puissent communiquer dessus. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Mais de rien. Ce sont des sujets passionnants. Je propose du coup, sous ton aval, Gaëlle, que l'on clôture ce webinaire, si c'est tout bon pour vous, si vous n'avez pas d'autres questions. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Andy. Merci, Caroline. Merci, Amélie. Et merci à toutes les participantes. N'hésitez pas à aller sur notre site pour découvrir les prochains événements. D'ailleurs, demain, si ça vous intéresse, on a un événement qui s'appelle Elle bouge dans l'espace. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site pour vous inscrire. Et je vous souhaite une très bonne soirée à toutes. Bonne soirée. Merci à toutes, bonne soirée. Merci beaucoup, au revoir.